Je voulais suivre donc le troisième débat avant la présidentielle américaine. La Cour suprême. Le prochain président aura vraisemblablement à choisir 2 ou 3 juges et donc vous allez pouvoir déterminer l'équilibre entre les membres de la Cour suprême. Dans quelle direction voulez-vous que la Cour emmène le pays et quel est votre point de vue sur la Constitution? Est-ce que vous croyez en la parole des pères fondateurs de la Constitution américaine? Est-ce qu'il faut adapter la Cour au changement de circonstances? Merci beaucoup, Chris. Merci de nous accueillir ici. Alors, vous savez, quand on parle de la Cour suprême, je crois vraiment qu'on touche au cœur des questions de cette élection, c'est-à-dire quel type de pays allons-nous être? Quel genre d'opportunités on va proposer à nos concitoyens? Quels droits auront les Américains? Et moi, je suis convaincue que la Cour suprême doit être aux côtés des Américains, pas du côté des grands groupes puissants et des plus aisés. Cela signifie que, selon moi, la Cour suprême doit s'élever pour les droits des femmes, pour les droits de la communauté LGBT. Elle doit défendre ces droits et dire non aux décisions qui ont nui au système électoral dans notre pays. Car il y a eu beaucoup d'argent qui a pu être introduit dans notre système électoral de façon trouble. Et moi, j'en ai déjà parlé. Et je pense que ce sont des sujets qui devraient être traités par la Cour suprême. Mais à ce stade de l'histoire de notre pays, il est très important de ne pas revenir sur le mariage pour tous, de ne pas revenir sur Roe versus Wade, le droit à l'avortement, et pour que nous défendions les droits de nos concitoyens sur leur lieu de travail. La Cour suprême doit nous représenter tous. C'est comme cela que je l'envisage. Et les nominations que j'effectuerai pour la Cour suprême seront en ligne avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire défendre nos droits d'Américains. J'espère avoir cette occasion. J'espère que le Sénat fera son travail et confirmera le candidat proposé par Barack Obama. C'est ainsi que la Constitution devrait fonctionner. Le président propose et ensuite le Sénat décide de confirmer ou non. Secrétaire Clinton, merci. Monsieur Trump, je vous pose la même question. Dans quelle direction voulez-vous que la Cour emmène le pays et comment interpréter la Constitution? Tout d'abord, je dois vous dire que je suis ravi d'être ici. Merci à toutes et à tous. La Cour suprême, c'est vraiment l'essentiel du débat ici. Notre pays a besoin des bons juges de la Cour suprême. Il s'est passé quelque chose récemment. Le juge Ginsburg a tenu des propos tout à fait inappropriés envers moi et envers différentes personnes, des millions de personnes que je représente. Elle a dû présenter ses excuses et elle l'a fait. Mais ce sont des déclarations qui n'auraient jamais dû être prononcées. Nous avons besoin d'une Cour suprême qui va respecter le deuxième amendement et tous les amendements de la Constitution. Le deuxième amendement, réellement, c'est essentiel. Si Hillary Clinton va remporter la présidentielle, je ne pense pas que ce sera le cas d'ailleurs, nous aurons un deuxième amendement qui sera une petite réplique de ce qu'il est à l'heure actuelle. Toutefois, je pense qu'il est essentiel de respecter cet amendement, surtout qu'il est réellement en crise. Je vais nommer des juges, j'en ai cité 20, des juges. Ce sont des personnes qui seront pro-life, donc contre l'avortement. Ce seront des juges qui protégeront le deuxième amendement, de grands universitaires, des lettrés, des personnes qui méritent réellement un grand respect. Ce sont des juges qui interpréteront la Constitution telle que les pères fondateurs voulaient que cette Constitution soit interprétée. Je pense que c'est très, très important. Je ne pense pas que nous avons besoin de juges à la Cour suprême qui décident ce qu'ils veulent entendre. Tout est une question de constitution, c'est la constitution la plus importante.
la Constitution telle qu'elle devait être. Voilà les juges que je vais nommer. Monsieur Trump, merci. Nous avons maintenant 10 minutes pour une discussion. Je voudrais focaliser sur deux questions qui, en fait, à propos des juges que vous allez nommer, qui pourraient changer la Cour. D'abord, Monsieur Trump, la question des armes. Secrétaire Clinton, vous avez dit l'année dernière, la Cour suprême a tort à propos du deuxième amendement. En 2008, lors de l'affaire Heller, la Cour a dit que le droit de porter les armes existait, mais dans des conditions relativement limitées. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette déclaration? Tout d'abord, je soutiens le deuxième amendement. J'ai vécu en Arkansas pendant 18 merveilleuses années. J'ai représenté l'État de New York. Je comprends et je respecte le droit du port des armes. Ça remonte au fondement de notre pays. Mais je crois également qu'il peut et qu'il doit y avoir une réglementation raisonnable. Je soutiens le deuxième amendement. Ça ne veut pas dire que je pense que certaines personnes qui ne devraient pas porter des armes puissent être une menace pour vous et vous tuer, vous et votre famille. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous avons 33 000 personnes par an qui meurent à cause de l'arme. Donc, nous devons avoir une vérification des antécédents, résoudre les problèmes en ligne et donc traiter des questions qui, je crois, sont tout à fait sensibles, des réformes qui feraient la différence et qui, en aucun cas, ne sont en contradiction avec le deuxième amendement. Vous avez parlé de cette décision. Alors, ce que je voulais dire, Chris, c'est que je n'étais pas d'accord avec la façon dont la Cour a choisi d'appliquer le deuxième amendement dans ce cas-là. Ce qu'a essayé de faire le district de Columbie, c'est de protéger les petits-enfants. Et donc, on voulait que les armes soient rangées de façon sûre. Donc, pour moi, il n'y a vraiment aucune contradiction entre le fait de sauver la vie des gens et défendre le deuxième amendement. Je vais donner la parole à M. Trump. Donc, la coalition pour le débat ouvert a eu des voix multiples. Et ça a été une des premières questions posées. Comment allez-vous veiller à ce que le deuxième amendement soit protégé? Vous venez d'entendre la réponse du secrétaire Clinton. Est-ce que vous êtes convaincu? Donc la décision du District of Columbia contre Heller était quelque chose qui l'a énervé réellement, et le juge Scalia était très impliqué. C'était une décision très bien faite, mais Hillary Clinton était très en colère, et les personnes qui croient en le deuxième amendement avec force ont été très déçues par ses propos. Est-ce que vous étiez vexé, secrétaire Clinton? Eh bien, j'étais contrariée puisque, malheureusement, il y a des dizaines de jeunes enfants qui sont blessés ou même qui ont tué des gens avec des armes à feu. Malheureusement, il y a des personnes qui ont des armes chargées dans leur foyer et qui ne prennent pas les précautions nécessaires. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que je respecte le deuxième amendement et je crois que c'est un droit individuel de porter des armes. Ce n'est en aucun cas en contradiction avec une réglementation sensée. Vous savez, je comprends bien que Donald a été soutenu par la NRA, par le lobby des armes. Il y a eu beaucoup de publicité qui a été faite contre moi. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on puisse tous dire, évidemment, nous allons défendre le deuxième amendement, mais on va le faire d'une façon qui permet de sauver certaines des 33 000 vies qu'on perd chaque année. Je redonne la parole à M. Trump. Vous êtes opposé à toute limitation aux armes d'assaut. Vous êtes favorable au droit de porter des armes. Eh bien, avant de poursuivre, il faut que je vous dise une chose. Chicago a les lois les plus restrictives pour le port des armes à feu aux États-Unis. Eh bien, il y a plus de violences liées aux armes à feu à Chicago. Donc, il y a des lois très strictes et énormément de violences liées aux armes à feu. Je soutiens énormément le deuxième amendement. Je ne sais pas si Hillary le dit était sarcastique, mais je suis fier d'avoir l'appui de la NRA. C'était le premier appui, un des premiers appuis qu'ils ont offert à un candidat à la présidentielle. J'en suis tout à fait honoré. Nous allons nommer des juges à la Cour suprême qui vont
aider le deuxième amendement, des juges donc qui seront fervents protecteurs du deuxième amendement, qui ne vont pas l'abîmer. Alors, nous allons aborder une autre question qui vous sépare. Les juges qui pourraient avoir une influence décisive. C'est l'avortement. Monsieur Trump, vous êtes pour la vie. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous souhaitez que la Cour, y compris les juges que vous allez nommer, d'aller contre la décision Roe v. Wade qui approuve le droit à l'avortement? Alors, je vais nommer des juges contre l'avortement et je pense que sa décision reviendra aux États. Ce sont les États qui décideront. Est-ce que vous voulez que la Cour aille à l'encontre, que la Cour annule la décision Roe v. Wade? S'il y a 2 ou 3 nouveaux juges, eh bien, c'est ce qui va se passer. La décision contre l'avortement la décision pour l'avortement va disparaître, car je vais placer des juges contre l'avortement à la Cour suprême. Ce sont les États qui pourront ensuite décider. Je soutiens évidemment Roe versus Wade, qui garantit le droit constitutionnel aux femmes de pouvoir prendre une décision extrêmement personnelle et difficile en termes de santé. Et en fait, on ne parle pas uniquement de Roe versus Wade. On parle de ce qui se passe en ce moment en Amérique. Il y a beaucoup d'États qui imposent des réglementations extrêmement difficiles pour les femmes et qui les empêchent de faire ce choix. Alors, il y a les plannings familiaux qui proposent des dépistages contre le cancer dans notre pays. Donald a décidé qu'il ne voulait pas financer ces plannings familiaux. Moi, je vais défendre le planning familial. Je vais défendre Roe versus Wade et je vais défendre les droits des femmes pour qu'elles puissent prendre les décisions qui les concernent. On est allé trop loin pour maintenant renverser ces décisions. Et il a dit que les femmes devraient être sanctionnées. Il devrait y avoir une sorte de punition pour les femmes qui ont le droit à l'avortement. Et moi, je suis opposée à ce type de réflexion. Je vais vous donner l'occasion de répondre. Secrétaire Clinton, dans quel jusqu'où va le droit à l'avortement? On vous a entendu dire que vous avez voté contre sur les avortements contre des naissances partielles. Roe versus Wade, la loi sur le droit à l'avortement, dit qu'il peut y avoir une réglementation sur l'avortement à partir du moment où la vie et la santé de la mère sont prises en compte. En tant que sénatrice, lorsque j'ai voté, je n'ai pas pensé que c'était le cas. Lorsqu'il s'agit de cas à la fin de la grossesse, ce sont souvent des décisions extrêmement difficiles et douloureuses à prendre pour les familles. Moi, j'ai rencontré des femmes qui étaient quasiment au terme de leur grossesse et qui pouvaient avoir de très mauvaises nouvelles, à savoir que leur santé était menacée si elles allaient jusqu'au bout du terme ou quelque chose de terrible pouvait se produire ou quelque chose venait d'être découvert à propos de leur grossesse. Moi, je ne pense pas que le gouvernement américain devrait interférer et prendre ces décisions extrêmement intimes. Il peut y avoir réglementation. Si on le fait, il faut prendre la vie de la mère en question. Monsieur Trump, votre réaction? Si vous suivez les conseils d'Hillary, eh bien, après 9 mois, vous pouvez arracher le bébé de l'utérus de la mère, juste avant la naissance de ce bébé. C'est tout à fait terrible. Vous pouvez trouver ça acceptable. Hillary peut dire que c'est acceptable. Ce n'est pas acceptable à mon sens. Si on se fonde sur ce qu'elle a dit, si on comprend son raisonnement, si on pense à ce qu'elle a fait, on peut arracher le bébé de l'utérus au 9e mois, donc même le dernier jour, et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas ce qui se passe dans ces cas-là. Utiliser ce type de rhétorique vraiment très effrayante, ce n'est pas acceptable. Vous devriez rencontrer les femmes que j'ai rencontrées, des femmes que j'ai connues tout au long de ma vie,
Il s'agit vraiment du choix le plus difficile qui puisse être fait par une femme et sa famille. Et je ne pense pas que le gouvernement doive prendre cette décision. Vous savez, j'ai voyagé dans le monde entier et dans certains cas, les gouvernements forcent les femmes à avoir un avortement ou bien forcent les femmes à avoir des enfants. Et je pense que les gouvernements ne devraient pas avoir le droit d'interférer avec les décisions prises par les femmes et leurs familles. Alors, brièvement. Personne n'a le droit d'intervenir dans ce genre de cas. 2, 3, 4 jours avant la naissance, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Passons au sujet de l'immigration. C'est un problème qui vous sépare l'un de l'autre. Monsieur Trump, vous voulez bâtir un mur. Secrétaire Clinton, vous n'avez pas de plan précis pour sécuriser nos frontières. Monsieur Trump, vous appelez de vos vœux la déportation. Madame Clinton, vous dites que pendant les 100 premiers jours, vous allez faire voter un ensemble de mesures pour faciliter l'accession à la citoyenneté. Monsieur Trump, vous avez la parole. Tout d'abord, elle veut l'amnistie pour tout le monde. C'est désastreux pour toutes les personnes qui attendent depuis des années. Nous avons besoin de frontières fortes. Il y a 4 mères dans le public aujourd'hui, des femmes incroyables, les plus incroyables que j'ai pu rencontrer, dont les enfants ont été tués avec violence par des personnes qui sont entrées dans le pays sans papier, illégalement. Il y a énormément de personnes qui connaissent quelqu'un, qui ont quelqu'un de leur famille qui a été tué comme ça par des immigrés illégaux. Ils apportent de la drogue, de la violence. Clinton veut ouvrir la porte à tout le monde. Il y a 16 500 personnes responsables des frontières qui ont appuyé ma candidature. Cela signifie que leur emploi est plus difficile. Ils savent ce qui se passe. Ils le savent mieux que quiconque. Et ces personnes qui protègent les frontières veulent des frontières fortes. C'est ce qu'elles veulent. J'étais au New Hampshire et la plus grande préoccupation, le plus gros problème, eh bien, ce sont les problèmes liés à la politique de Hillary Clinton et Barack Obama. Mais leur plus gros problème, c'est l'héroïne. L'héroïne qui arrive, qui traverse les frontières et qui empoisonnent le sang de leur jeunesse et de nombreux d'autres personnes. Il nous faut des frontières fortes. Il faut que les drogues restent à la frontière et ne rentrent pas. Ils apportent la drogue, ils prennent l'argent. Nous avons besoin de frontières fortes. Nous ne pouvons pas offrir l'amnistie. Je veux bâtir un mur. Il nous faut ce mur. Toutes les agences de protection des frontières veulent ce mur pour renforcer la frontière. Donc, tous les barons de la drogue qui sont présents dans ce pays vont être reconduits à la frontière. Nous allons les renvoyer du pays. Nous allons assurer que la frontière est forte et ensuite, nous allons prendre la décision pour savoir où nous allons aller. Mais il y a des éléments empoisonnés. Nous allons les reconduire à la frontière. Monsieur Trump, merci. Même question à vous, secrétaire Clinton. Pourquoi avez-vous raison et M. Trump tort? Pendant qu'il s'exprimait, je pensais à Carla, une jeune femme que j'ai rencontrée ici à Las Vegas et qui était très inquiète. Elle avait peur que ses parents ne soient déportés. Elle est née ici, dans ce pays, mais pas ses parents. Ils travaillent dur, ils font tout ce qu'ils peuvent pour lui assurer une belle vie. Et vous avez raison, je ne veux pas déchirer des familles, je ne veux pas envoyer des parents loin de leurs enfants, je ne veux pas assister aux déportations dont Donald a parlé. Nous avons 11 millions de personnes qui ne sont pas ici légalement, qui n'ont pas de papier. Ils ont 4 millions d'enfants. Il a dit à Phoenix que toute personne sans papier serait soumise à une déportation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut y avoir une présence policière très importante qui irait d'école en école, de foyer en foyer, et qui rassemblerait les personnes sans papier. Et ensuite, il faudrait mettre ces personnes dans des trains et dans des bus pour les déporter de notre pays. Je pense que cette idée ne correspond pas à notre identité en tant que nation. Je pense que c'est comme ça que nous diviserions notre pays. Moi, je suis en faveur de la sécurité des frontières. J'ai voté en faveur de la sécurité des frontières lorsque j'étais au Sénat. Et bien sûr, mon
long plan de réforme de l'immigration se concentre également sur la sécurité des frontières. Mais je pense que nos ressources doivent se concentrer sur le fait de se débarrasser des personnes dangereuses. Évidemment, toutes les personnes qui doivent être déportées le seront. Donald parle d'un mur qu'il veut construire. Il est allé au Mexique, il a rencontré le président et il n'en a même pas parlé. Et puis ensuite, il y a eu une petite guerre sur Twitter sur qui allait financer ce mur. Donc, nous sommes une nation d'immigrés, une nation de loi. Nous pouvons agir en fonction. Et c'est pour cela que nous allons avoir une réforme de l'immigration avec un accès à la citoyenneté pendant les 100 premiers jours. J'aimerais répondre. Tout d'abord, j'ai eu une très bonne réunion avec le président du Mexique, un homme tout à fait agréable. Nous allons beaucoup mieux travailler avec le Mexique. L'ALENA est le pire accord commercial signé par qui que ce soit. C'est un désastre. Hillary Clinton voulait le mur. Elle s'est battue pour ce mur en 2006. Ou environ. Mais rien n'arrive avec elle. Et donc, évidemment, ce mur n'a pas été construit. Mais Hillary Clinton voulait ce mur. Nous sommes un pays de droit. J'aimerais entendre le point de vue de la secrétaire Clinton. J'ai voté pour la sécurité des frontières. Il y avait des endroits bien définis où c'était nécessaire. Et puis, il y avait la question des nouvelles technologies, comment déployer ce type de technologie. Mais lorsqu'on regarde les propositions de Donald, il a commencé par insulter les immigrés en disant que c'était des violeurs et des dealers de drogue. Donc il a une vision très différente des choses que nous devrions faire avec les immigrés. Ce que je dis également, c'est que donner un peu de visibilité aux sans-papiers et les ramener dans l'économie formelle, cela pourrait être tout à fait intéressant, puisque d'ailleurs Donald a utilisé des sans-papiers pour bâtir les Trump Towers. Et donc il a dit, si jamais vous vous plaignez, eh bien vous serez déportés. Moi, je veux que ces gens-là sortent de l'ombre et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'employeurs comme Donald qui utilisent ce type de personnes. Le président Obama a déporté des millions de personnes. Personne ne le sait, personne n'en parle, mais sous l'administration Obama, il y a de nombreuses personnes qui ont été déportées. Elles ne souhaitent pas le dire, mais c'est la réalité. C'est la réalité et cela s'est fait en nombre. Ces personnes sont déportées. Soit on a un pays, soit on n'a pas de pays. Nous avons des frontières ou nous n'en avons pas. Nous sommes un pays de droit. Vous pouvez revenir et vous pouvez devenir citoyen si vous avez été déporté, mais il y a des règles. Nous avons des millions de personnes qui deviennent citoyens en suivant les règles. Il faut suivre le processus qui peut très bien fonctionner. Ces personnes attendent d'être citoyennes. Et alors, il y a des personnes qui traversent la frontière, qui deviennent citoyens grâce à Hillary Clinton. Il y a des frontières ouvertes. Il va y avoir une catastrophe en matière de commerce et en matière de frontières avec Hillary Clinton. Le président Obama a déporté des millions et des millions de personnes. C'est un fait. Nous n'aurons pas de frontières ouvertes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous aurons des frontières sécurisées, mais nous aurons également une réforme. Alors, c'était une question bipartisane, d'ailleurs. Ronald Reagan avait signé une réforme et le président Bush l'avait soutenue. Je voudrais clarifier votre position. Dans un discours devant une banque brésilienne qui vous a payé grassement, comme on l'a appris par Wikileaks. Mon rêve, c'est un marché commun avec le libre-échange et des frontières ouvertes. Merci. Voilà la question. Est-ce votre rêve? Si vous lisez le reste de la phrase, en fait, je parlais de l'énergie. Nous avons des échanges d'énergie avec nos voisins beaucoup plus qu'avec le reste du monde. Et donc je voudrais un réseau électrique et un système énergétique qui traverse les frontières. Ce serait tout à fait bénéfique pour nous. Très clairement, vous faites des citations tirées de Wikileaks et ce qui est très important à savoir, c'est que le gouvernement russe s'est lancé dans de l'espionnage vis-à-vis des Américains.
Ils ont piraté des sites américains, des comptes privés de citoyens, d'institutions, et ensuite ils ont fourni ces informations à Wikileaks pour que ce soit publié sur Internet. Cela a été confirmé au plus haut niveau, et donc il semblerait que 17 de nos agences de renseignement aient dit qu'il s'agissait là d'interférer en fait avec l'élection. Donc Chris, il faudrait que Donald admette et condamne l'action des Russes et qu'il soit très clair sur le fait qu'il n'obtiendra pas l'aide de Poutine dans cette élection, qu'il rejette l'espionnage russe vis-à-vis des Américains, qu'il a d'ailleurs encouragé par le passé. Voilà les questions auxquelles nous devons avoir des réponses. Ça ne s'est encore jamais passé précédemment. Alors, ça change. Avant, elle voulait les frontières ouvertes. Maintenant, on parle de Poutine. S'il vous plaît, il faut qu'on reste calme pour les candidats et pour le peuple américain. Alors, sur les frontières, pour conclure, elle veut des frontières ouvertes. Les gens vont affluer vers notre pays, ils vont venir de Syrie. Elle veut 550% plus d'immigrants que nous. Il y avait des milliers de personnes déjà, on ne sait pas d'où elles viennent. Et vous voyez, nous allons arrêter le terrorisme islamique radical. Elle ne veut même pas utiliser ce terme et c'est la même chose avec président Obama. Je veux vous dire une chose, elle veut des frontières ouvertes. On peut parler de Poutine ensuite. Je ne connais pas Poutine. Il dit des gentilles choses sur moi. Si on s'entend bien, eh bien je pense que ce sera une bonne chose. Si la Russie et les États-Unis s'entendent bien et s'allient contre l'État islamique, eh bien ce sera une très bonne chose. Il ne la respecte pas. Il ne respecte pas Obama non plus. Et je vais vous dire que nous sommes en situation difficile. Nous sommes dans un pays avec énormément d'ogives nucléaires. 1800. Eux, ils en ont plus. Nous, non. 1800 ogives nucléaires. Et c'est une poule mouillée. Personne ne le respecte, cette personne. C'est parce qu'il préfère avoir une marionnette non, pas à de la tête des États-Unis. C'est vous la marionnette. C'est vous la marionnette. Il est très clair, vous refusez de l'admettre, que les Russes ont espionné les États-Unis et que vous encouragez l'espionnage vis-à-vis de nos concitoyens. Que vous êtes prêt à faire plaisir à Poutine, que vous allez démanteler l'OTAN ou accéder à toutes ses demandes et obtenir de l'aide de sa part, puisque lui, très clairement, a un chouchou dans cette élection. Je crois que c'est totalement inédit comme situation. On n'a jamais eu un gouvernement étranger qui essaye de s'immiscer dans notre élection. 17 agences de renseignement, à la fois civiles et militaires, ont toutes abouti à la conclusion qu'il s'agissait là d'attaques d'espionnage qui venaient du plus haut niveau du Kremlin et qui avait pour objectif d'influencer notre élection. Et c'est très dérangeant, selon moi. Elle ne sait pas si c'est la Russie, la Chine ou quelqu'un d'autre. Vous n'avez aucune idée. Les résultats de 17 agences de renseignement civiles et militaires. Oui, j'en doute. Il préfère croire Vladimir Poutine plutôt que les professionnels du renseignement qui ont prêté serment pour nous servir. Elle n'aime pas Poutine parce que Poutine est plus malin qu'elle depuis très longtemps. À chaque fois, Poutine a été plus malin qu'elle. Il a été plus malin qu'elle en Syrie. À chaque fois, il a été plus malin. Alors, j'aimerais que vous répondiez aux questions. Je vous pose une question directe. Les responsables de la sécurité du pays pensent que la Russie a été derrière ce piratage. Même, est-ce que vous condamnez toute interférence par la Russie dans l'élection américaine? Par la Russie ou par qui que ce soit. Vous condamnez leur interférence? Bien sûr que je condamne ce genre de comportement. Je ne connais pas Poutine, je ne l'ai jamais rencontré. Ce n'est pas mon meilleur ami. Mais si les États-Unis s'entendaient bien avec la Russie, eh bien ce serait une bonne chose finalement. Poutine est plus malin que Hillary Clinton et que Barack Obama. Il a été plus malin à chaque fois, que ce soit pour la Syrie, pour tout, vraiment. Les missiles, regardez un petit peu.
l'accord qu'ils ont signé. Les Russes l'ont dit et de nombreux rapports l'ont confirmé. Je n'en crois pas mes yeux. Ils ont réussi, ils ont accepté ça. Ils peuvent créer plus d'ogives nucléaires et nous, non. Poutine a été plus malin qu'elle à chaque fois. Et regardez, nous avons dépensé 6 000 milliards de dollars et eux, ils ont envahi le Moyen-Orient. Elle a été grugée par Vladimir Poutine. Nous nous éloignons de l'immigration. Je vous laisse répondre, Madame Clinton. Vous avez 45 secondes. Et ce sera toujours la même chose. Je trouve ça tout à fait ironique qu'il parle des armes nucléaires. C'est quelqu'un qui a été tout à fait léger sur l'utilisation des armes nucléaires. Le Japon, la Corée, l'Arabie Saoudite, il a dit, si on les a, pourquoi on ne les utilise pas? Ce qui est tout à fait terrifiant. Au bout du compte, en ce qui concerne les armes nucléaires, lorsque le président donne l'ordre, cet ordre doit être suivi. Il y a 4 minutes entre le moment où l'ordre est donné et le moment où les personnes qui doivent lancer l'arme nucléaire le font. C'est une responsabilité immense. Et de façon tout à fait inédite, certaines personnes donc ont dit qu'elles ne feraient pas confiance si Donald avait le doigt sur le bouton nucléaire. 200 généraux et amiraux, 21 donc qui me soutiennent, 21 qui ont reçu la médaille d'honneur. Quant au Japon et aux autres pays, eh bien, tout le monde profite de nous. Nous dépensons des fortunes pour défendre les autres pays. Ils ont réellement l'accord du siècle. Il faut renégocier tous ces accords car notre pays ne peut plus se permettre financièrement de défendre l'Arabie Saoudite, le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud. On ne peut plus se le permettre financièrement. C'est fini. Elle parle des armes nucléaires. Alors, écoutez-moi. On a bien vu qu'elle a déjà menti. Elle ment sur tous les sujets et voilà encore un autre mensonge. Je ne fais que vous citer. Non, pas de citation. Vous ne trouverez pas de citation. Sur la compétition nucléaire en Asie, vous avez dit, allez-y, faites-vous plaisir. Et défendez-vous. Et défendez-vous. Je n'ai pas parlé de nucléaire. Les États-Unis ont maintenu la paix grâce à nos alliances. Donald veut démanteler nos alliances. Je pense que grâce à ces alliances, le monde et les États-Unis sont plus sûrs. Moi, je travaillerai avec nos alliés en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et partout. Nous allons passer au sujet suivant, l'économie. Et j'espère qu'on va traiter ces questions aussi bien que l'immigration. Vous avez des idées très différentes sur la croissance de l'économie. Le secrétaire Clinton, dans votre plan, le gouvernement joue un grand rôle et vous allez favoriser l'augmentation des dépenses gouvernementales. Et M. Trump, vous voulez réduire le poids du gouvernement. Alors, veuillez nous expliquer pourquoi vous croyez que votre plan va créer plus d'emplois et plus de croissance pour ce pays que le plan de votre adversaire. Madame secrétaire. Je pense que lorsque la classe moyenne est prospère, l'Amérique est prospère. Moi, je veux faire croître l'économie, je veux donner aux familles de la classe moyenne plus d'opportunités. Je veux avoir le plus grand programme de création d'emplois depuis la Seconde Guerre mondiale, créer des infrastructures et également pouvoir être en compétition avec les pays qui ont de hauts salaires. Il faut lutter contre le changement climatique, bien sûr, mais également créer de nouvelles opportunités en termes d'énergie. Je veux également aider les petites entreprises. C'est là où 2/3 des emplois vont être créés. Je veux augmenter le salaire minimum national, puisque les personnes qui vivent dans la pauvreté et qui travaillent à temps plein ne devraient pas vivre dans ces conditions. Et je veux être sûr qu'il y ait un salaire égal pour les femmes. Il faut également avoir un système éducatif qui commence à la crèche et qui aille jusqu'à l'université. Donc, je veux avoir davantage de possibilités d'apprentissage, par exemple, pour préparer les jeunes gens aux emplois de l'avenir. Je veux qu'il n'y ait plus de dettes au niveau de l'université pour soulager les familles, pour qu'il n'y ait plus de frais d'université trop lourds si jamais le plan sur
sur lequel j'ai travaillé avec Bernie Sanders est mis en place. Et d'autre part, nous allons trouver l'argent là où il se trouve. Depuis ces dernières années, il y a eu de grands bénéfices qui ont été réalisés, donc nous allons faire en sorte que les plus riches payent leurs contributions. Il faut que les grands groupes contribuent plus qu'ils ne le font aujourd'hui pour notre pays. C'est un plan qui a été analysé par des experts indépendants qui ont dit que cela pourrait produire 10 millions de nouveaux emplois. À l'inverse, le plan de Donald pourrait mener, d'après les analyses, 3,5 millions d'emplois, car son projet, c'est de baisser les impôts de façon phénoménale pour les plus riches et pour les grandes corporations, et d'ajouter 20 000 milliards de dollars à la dette et de mener à des segmentations qui n'ont jamais eu lieu auparavant. Donc, je pense que son projet à lui mènera à une perte d'emploi et mènera à une autre récession. Monsieur Trump, pourquoi votre plan va-t-il créer plus de croissance et d'emplois? Alors déjà, je veux dire que son plan va augmenter, va doubler vos impôts. Son plan pour les impôts est une catastrophe. Elle peut parler des frais de scolarité pour l'université. Bon, nous allons beaucoup travailler sur ce sujet, mais le reste du public va payer pour ces choses. Il va réellement y avoir une forte augmentation des impôts avec le plan d'Hillary Clinton. Toutefois, j'aimerais reprendre là où nous en étions plutôt. J'ai parlé du Japon et de l'Allemagne. Il y a aussi la Corée du Sud, etc. Ce sont des pays avec beaucoup d'argent. L'Arabie Saoudite. De l'argent. On protège l'Arabie Saoudite. Pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas? Dès qu'elle a entendu ça, eh bien, je l'ai remis en question. On remet en question l'OTAN. Pourquoi l'OTAN ne paye pas? C'était il y a 1 an. Depuis, ils payent. Et on m'a félicité. Aujourd'hui, ces pays commencent à payer. Ils passent à la caisse puisqu'on les protège. J'aime beaucoup l'OTAN, mais il faut qu'ils payent. Elle a dit, on adore nos alliés, on pense que nos alliés, etc. Bon, c'est toujours très difficile de faire payer des alliés lorsqu'on dit du bien de ses alliés. Il faut dire au Japon, très gentiment, il faut dire à l'Allemagne, à tous ces pays, à la Corée du Sud, il faut leur dire tout simplement, il faut nous aider. Sous Obama, nous avons doublé notre dette nationale. 20 000 milliards de dollars aujourd'hui. Avec mon plan, nous allons renégocier les accords. Il va y avoir vraiment du libre-échange, plus de libre-échange qu'aujourd'hui. Mais nous avons des accords désastreux. Les emplois disparaissent à cause de ces accords. L'ALENA, un des pires accords commerciaux. Les emplois disparaissent de notre pays. Allez en Pennsylvanie, allez dans l'Ohio, allez en Floride, allez dans tous ces États, allez dans l'État de l'Upstate New York. Nos emplois ont disparu, ils sont allés au Mexique. On va rapatrier ces emplois. On veut renégocier l'ALENA. On va avoir la fin de l'ALENA, on va avoir des nouveaux accords commerciaux, mais on va mettre un terme à l'ALENA et on va créer un très bon accord commercial. Si on ne peut pas le faire, eh bien, nous allons être indépendants. Parce que l'ALENA est une catastrophe. Nous allons réduire énormément les impôts. Nous allons réduire les impôts pour les entreprises. Les entreprises vont commencer à embaucher. Donc, tout cet argent va revenir dans notre pays. Nous allons relancer le moteur, car aujourd'hui, notre pays se meurt à 1% du PIB. Alors, je vais essayer de traduire tout ça, si vous le voulez bien, Chris. C'est pas possible. En fait, il va faire la promotion de la plus grande réduction d'impôts jamais vue, 3 fois supérieure aux baisses d'impôts sous l'administration Bush. Comme je l'ai dit, lors de cette campagne, je ne vais pas augmenter les impôts pour ceux qui gagnent le moins. Je ne vais pas ajouter non plus un seul centime à la dette. Donald a parlé de la dette. Nous savons comment contrôler la dette. Lorsque mon mari était président, nous sommes parlé d'un déficit de 3 milliards à un excédent. Et d'ailleurs, nous sommes en bon chemin pour éliminer la dette. Le président Obama a hérité du plus grand désastre économique depuis la Grande Dépression et il a réussi à diminuer le déficit de 2/3. Donc, pour créer des emplois, il faut investir dans les personnes. Moi, j'ai décidé d'investir pour de nouveaux emplois, pour l'éducation, pour des formations spécialisées.
C'est vraiment le type d'approche qui va fonctionner. Baisser les impôts pour les plus riches, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Je voudrais revenir sur votre plan. À bien des égards, c'est semblable au plan de stimulation économique d'Obama en 2009, qui a produit le plus lent taux de croissance du PIB. Vous avez dit au mois de juillet que le problème, c'est que le président Obama n'a pas pu faire autant qu'il voulait avec la stimulation économique. Est-ce que vous voulez faire plus que Obama? En fait, c'est une association de différents éléments. Lorsqu'on hérite de cette catastrophe économique, comme ça a été le cas pour le président Obama, c'était vraiment une situation très délicate. Moi, j'étais sénatrice avant de devenir secrétaire d'État. Je n'ai jamais vu autant de détresse chez l'administration Bush, par exemple, en raison de ce qui s'est passé pendant l'économie. Donc, Obama a pris les actions. Il a sauvé l'économie et on ne lui a pas suffisamment accordé tout le crédit qu'il méritait. En tout cas, c'était une récession terrible. Nous nous sommes tirés, nous nous sommes remis sur pied, mais nous ne sommes pas encore totalement tirés d'affaire. Donc moi, je propose d'investir au milieu pour qu'ensuite tout ceci puisse s'étendre. Je ne veux pas commencer par le haut. C'est pour ça que ce que propose Donald ne peut pas fonctionner, mais cette approche, la mienne, va permettre d'avoir de nouveaux emplois, une augmentation des revenus et surtout un cycle vertueux de création d'emplois. Il faut que toute l'économie soit relancée et je vais être en mesure de le faire. Monsieur Trump, même les économistes conservateurs disent que votre plan n'est pas cohérent sur le plan des chiffres. Oui, sur 10 ans. Ce n'est pas réaliste. Et les économistes disent, avec le cours du pétrole aussi faible, que ce n'est pas réaliste. J'étais avec des hauts dignitaires de l'Inde avec qui ont une croissance de 8%. En Chine, il y a une croissance de 7% et c'est un taux de croissance catastrophiquement bas. Alors, il y a un rapport qui nous dit qu'aux États-Unis, c'est 1% de croissance et ça diminue. La semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, par exemple, on a vu des résultats désastreux pour le marché de l'emploi. Et je me dis, est-ce que c'est le dernier rapport sur l'emploi avant les élections? Parce que si c'est le résultat, bien, je vais gagner parce que le rapport sur l'emploi était vraiment désastreux. Je me suis dit, la victoire m'est assurée. Notre pays est dans l'impasse. Nous avons perdu nos emplois, nous avons perdu nos entreprises. On ne fabrique plus rien aux États-Unis. Tous les produits viennent de Chine, viennent du Vietnam, viennent du monde entier. J'ai rendu visite à de nombreuses communautés. Je vois que je me suis fait beaucoup d'amis ces dernières années. Et ces personnes pleurent en voyant ce qui se passe. Je vois des entreprises qui marchaient très bien il y a 20-25 ans et à cause des lois votées par son mari, eh bien, on voit ce qui se passe. Ce sont des tragédies. Elle peut dire que son mari a fait du bon travail, mais réellement, il y a eu de grandes tragédies avec l'ALENA. La population a vraiment souffert. C'est vraiment une des pires signatures, un des pires accords. Aujourd'hui, elle veut l'accord transpacifique. Elle ment d'ailleurs si elle a menti sur le gold standard, la norme. Or, mais c'est moi qui avais raison. Je voudrais vous donner l'occasion de répondre. Et ensuite, je voudrais parler d'Obamacare. Tout d'abord, lorsque j'ai vu l'accord final pour le TTIP, j'ai dit, alors le test, c'est est-ce que ça va créer de l'emploi? Est-ce que ça va augmenter les revenus? Bon, je suis contre et je serai contre après l'élection. Alors, il y a une personne qui envoie des emplois au Mexique ici, c'est Donald. Et en ce qui concerne la Chine, c'est qu'il y a un dumping illégal d'acier
d'acier et d'aluminium. Moi, j'ai lutté contre ceci en tant que sénatrice, également en tant que secrétaire d'État. Donald a acheté de l'acier et de l'aluminium chinois. Et d'ailleurs, son hôtel à Las Vegas a été construit avec ce type de matériaux. Donc, il verse des larmes de crocodile, mais ce type d'approche ne va pas fonctionner. Il faut que nous rassemblions notre pays pour avoir des accords commerciaux. Et d'ailleurs, j'aurai une personne responsable de ces accords pour la première fois dans notre histoire et acheter des produits américains. Une question toute simple. Ça fait 30 ans qu'elle travaille. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ce genre de choses il y a 10, 15 ans, 20 ans? Excusez-moi, c'est mon tour. Vous étiez impliqué dans tous les aspects de la politique de ce pays. Vous avez de l'expérience. Vous avez plus d'expérience que moi, mais c'est de la mauvaise expérience. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait a eu de mauvaises conséquences. Depuis 30 ans, vous auriez pu agir. Si vous dites que j'ai utilisé de l'acier, etc., c'est impossible. Non. Le problème, c'est que vous parlez, mais vous n'agissez pas. Vous ne faites que parler. Tout comme lorsque vous étiez au département d'État. 6 milliards de dollars ont disparu. Comment ça se fait? 6 milliards de dollars ont été volés, on ne sait pas, ils ont disparu. 6 milliards de dollars. Si vous devenez présidente, ce pays va se retrouver dans le chaos, croyez-moi. Tout d'abord, ce qu'il vient de dire sur le département d'État est totalement faux, et ça a été prouvé. C'est vraiment quelque chose d'important. Il a parlé de mes 30 années d'expérience et je voudrais rebondir là-dessus. Dans les années 1970, j'ai travaillé pour le Fonds de défense des enfants et j'ai lutté contre la discrimination des jeunes enfants noirs à l'école, tandis que lui, il était poursuivi pour discrimination raciale. Dans les années 80, je réformais les écoles de l'Arkansas, tandis que lui empruntait 14 millions de dollars de la part de son père pour ses affaires. Ensuite, je suis allée à Pékin pour dire que les droits des femmes étaient très importants, tandis que lui insultait une ancienne Miss Univers. Et pendant que j'étais dans la salle de crise à suivre ce qui se passait avec Ben Laden, lui était occupé à faire autre chose. Donc, moi, je suis très contente de pouvoir comparer mes 30 années d'expérience avec ce qu'il a fait. J'ai essayé d'aider mon pays, notamment pour les enfants, pour les familles, et je suis ravie de comparer mes 30 années avec les vôtres. Et c'est le peuple américain décidé. Bien, moi, au moins, j'ai créé une très belle entreprise avec les plus grands actifs du monde, une entreprise qui vaut des milliards de dollars. J'ai commencé avec un petit emprunt, 1 million de dollars. Mais j'ai créé une entreprise phénoménale. Si nous pouvons diriger notre pays comme j'ai dirigé mon entreprise, nous allons avoir un pays dont vous serez totalement fiers, même vous, Hillary. Et honnêtement, regardez son passif, regardez ce qu'elle a fait, regardez la Syrie, regardez la situation migratoire, regardez la Libye, regardez l'Irak. Elle a créé le groupe État islamique à cause de ce vide qu'Obama et elle ont créé. Et un groupe a comblé ce vide. On n'aurait jamais dû aller en Irak, mais lorsqu'on est allé en Irak, on n'aurait jamais dû en partir comme on en est parti. C'était leur décision. C'est eux qui ont créé le groupe État islamique. Et aujourd'hui, 32 pays ont une présence du groupe État islamique. À présent, elle dit, comment on va s'en débarrasser? Elle ne va se débarrasser de qui que ce soit. Nous allons aborder les questions de politique étrangère. Maintenant, l'aptitude à exercer la fonction présidentielle. Dans le dernier débat, vous avez parlé de toucher les femmes, mais vous avez nié l'avoir jamais fait. Depuis lors, 9 femmes se sont exprimées et ont dit que vous les avez touchées ou essayé de les embrasser sans leur consentement. Pourquoi tant de femmes dans des circonstances tellement différentes? Pourquoi toutes ces femmes, depuis quelques semaines, pourquoi inventeraient-elles ces histoires?
Secrétaire Clinton, M. Trump dit que ce que votre mari a fait était pire. Premièrement, ces histoires ont été réfutées. Je ne connais pas ces personnes. J'ai une idée de comment ces personnes sont arrivées sur le devant de la scène. C'est à cause d'Hillary Clinton. Regardez un petit peu. On peut regarder mon clip, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon rallye à Chicago? Il y avait beaucoup de violence. Pourquoi il y avait toute cette violence? C'est elle et Obama qui entraînent cette violence. Ils en payent $1 500 et ils demandent à ces personnes d'être violents, de faire des délits, etc. Mais ces histoires sont des mensonges, je dois le dire. Ce sont des mensonges et je ne me suis même pas excusé face à ma femme qui est juste assise là parce que je n'avais rien fait, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait à ces femmes, je ne les ai jamais vues. Ces femmes, la femme dans l'avion, etc., peut-être qu'elles veulent la renommer ou elles veulent voir Hillary au pouvoir. Ce qu'elles ont fait d'ailleurs, c'est criminel. Hillary Clinton encourage les personnes à être violentes. À Chicago, il y a des personnes qui ont été blessées, des personnes qui auraient pu mourir dans cette émeute. Et aujourd'hui, c'est en vidéo à cause d'Hillary Clinton. Chris, je pense que Hillary Clinton a demandé à ces personnes de s'exprimer. Comme ça, ces personnes ont 10 minutes de célébrité. Mais c'était de la fiction, c'était du mensonge, de la fiction. Lors du dernier débat, nous avons entendu Donald parler de ce qu'il faisait aux femmes. Et après cela, un certain nombre de femmes se sont exprimées en racontant ce qu'il leur avait fait. La réponse de Donald, c'est qu'il y a eu un certain nombre de rassemblements lors desquels il a dit qu'il n'aurait jamais pu faire ce type de choses à ces femmes puisqu'elles n'étaient pas suffisamment jolies pour qu'il se livre à des attouchements. Et elle a le droit à 2 minutes de parole. Ensuite, il a dit « Regardez-la, non, je ne crois pas ». Et à propos d'une autre femme, il a dit « Ce ne serait pas mon premier choix ». Il a attaqué la journaliste qui a écrit cet article en disant qu'elle était dégoûtante. Et c'est souvent comme cela qu'il parle des femmes. Donald pense qu'humilier les femmes, ça lui permet de se grandir, donc il attaque leur dignité. Et je ne crois pas qu'il y ait une femme quelque part qui ne sache pas ce que ça fait de se sentir comme ceci. Donc on sait comment Donald se comporte vis-à-vis des femmes, et c'est ça, Donald. Et je crois que c'est à nous tous de montrer qui nous sommes et ce qu'est notre pays, et d'être tout à fait clair sur ce que nous attendons de la part de notre prochain président, sur la façon dont nous allons rassembler notre pays. Nous ne voulons pas dresser les gens les uns contre les autres. Au contraire, nous voulons célébrer notre diversité. Nous voulons élever nos concitoyens et rendre notre pays encore plus formidable. L'Amérique est grande puisque l'Amérique est un bon pays. Et c'est vraiment nous qui pouvons faire de ceci une réalité pour l'avenir, pour nos enfants et nos petits-enfants. Monsieur Trump. Personne ne respecte les femmes plus que moi. Personne. Ces sources ont été réfutées en grande partie. Et j'aimerais parler de quelque chose d'un petit peu différent. Elle évoque ceci, c'est de la fiction, ce sont des mensonges, peut-être des mensonges qui ont été lancés par elle dans sa campagne dégoûtante, mais il faut que je vous dise une chose. Ces mails, ça c'est pas de la fiction. Elle a détruit 33 000 emails. Et d'ailleurs c'est un crime. Elle était assignée à comparaître devant un enquêteur et elle a supprimé ces emails. Vous avez pu lire ces histoires dans tous les journaux. On peut aller en prison pendant 5 ans pour mentir au FBI. Un général a vécu ceci. Elle a menti à la population, au Congrès et au FBI. Le général qui avait menti au FBI, un général vraiment médaillé, risque d'aller en prison. Alors qu'elle peut devenir présidente, elle peut faire campagne. C'est ça dont il faut parler. Ça, c'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la fiction avec des personnes qui veulent 5 minutes de célébrité.
À chaque fois que Donald est poussé dans ses retranchements, ce qui n'est pas facile évidemment par rapport à ce qu'ont dit ces femmes, tout de suite ce qu'il fait, c'est qu'il nie toute responsabilité. Et pas seulement à propos des femmes. Il ne peut jamais dire qu'il s'excuse ou dire qu'il est désolé. Alors on sait ce qu'il a dit et ce qu'il a fait aux femmes, mais lorsqu'il y a eu un journaliste handicapé qui se sont moqués de lui à la télévision, ils ont parlé à Monsieur et Madame Cohn, un couple qui avait un enfant décédé pour notre pays. Il a parlé de John McCain, vétéran de guerre. Il a également parlé d'un juge fédéral né en Indiana, mais qui, selon lui, n'était pas apte à remplir ses fonctions parce que ses parents étaient mexicains. Donc il n'y avait pas juste une seule histoire, mais il y a vraiment une répétition de ce type d'histoire qui reflète une vision sombre et dangereuse de notre pays. Il incite à la violence, il essaye d'inciter à la violence et ça, ce n'est pas ce qu'est l'Américain. Nous sommes dans les dernières semaines de la campagne et de plus en plus de personnes vont vraiment comprendre ce qui est en jeu dans cette élection. Quel type de pays voulons-nous avoir? Alors, quand elle parle de violence, Améralie, eh bien, c'est elle qui a causé la violence. Il y a des vidéos pour le prouver. Les autres choses, ce sont des mensonges, mais j'aimerais beaucoup parler du groupe État islamique, comment s'en débarrasser, etc. Mais il y a tout ça, sinon c'est du mensonge. Alors, l'aptitude à exercer la fonction présidentielle, depuis le dernier débat, j'aimerais vous poser les questions que se pose le peuple français. Vous avez promis d'éviter même l'apparence d'un conflit d'intérêts avec votre fondation Clinton. Un courriel montre que les donateurs ont eu un accès spécial à vous-même et vous avez favorisé les donateurs qui ont eu des contrats du gouvernement. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez dit la vérité au comité du Sénat et sur ce qui s'est passé entre vous et la fondation Clinton? Tout ce que j'ai fait en tant que secrétaire d'État était servir nos intérêts et ceux de l'État. C'est ce qu'a dit le Sénat. Mais en tout cas, je suis ravie de vous parler de la Fondation Clinton, puisque c'est une fondation de renommée mondiale et je suis vraiment très heureuse du travail qui est accompli par cette organisation. Je pourrais en parler pendant tout le reste du débat, mais je n'ai pas le temps. Très rapidement, donc, la Fondation Clinton a fait en sorte qu'il est possible pour 11 millions de personnes qui souffrent du VIH et du SIDA d'obtenir un traitement. Et ceci en partenariat avec l'Association pour la santé des États-Unis. Donc, il s'agit d'une discussion ouverte. Donc, il n'y a pas de preuves. Mais il y a beaucoup de preuves sur le travail excellent qui a été accompli par la Fondation Clinton. C'est une entreprise criminelle. L'Arabie Saoudite offre 25 milliards de dollars. Le Qatar, tous ces pays ont donné. Vous parlez des femmes et de leurs droits? Ce sont des personnes qui empêchent les gens de travailler. Ce sont des personnes qui tuent les femmes, qui les traitent terriblement et vous prenez leur argent. J'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Pourquoi ne pas donner l'argent que vous avez pris de certains pays qui traitent certains groupes de la population aussi mal? Il faudrait rendre cet argent. Ce serait un beau geste parce qu'elle gère beaucoup d'argent. Regardez la population d'Haïti. J'étais à Little Haïti en Floride l'autre jour et il faut que je vous dise une chose. Ils ont horreur des Clinton en raison de ce qui s'est passé à Haïti. Ce qui s'est passé à Haïti à cause de la Fondation Clinton, c'était vraiment une catastrophe. Tout le monde le sait. Très rapidement, nous avons dépensé 90% de l'argent qui a été donné
par des programmes dans le monde et par notre pays. Donc, nous en sommes très fiers. Nous avons de très bonnes notes de la part des observateurs qui suivent notre fondation et je suis ravie de comparer ces résultats avec la fondation Trump qui prend de l'argent d'autres pays pour avoir un portrait géant de Donald Trump qui fait ce genre de choses. En ce qui concerne Haïti, c'est l'un des pays les plus pauvres de notre hémisphère avec le tremblement de terre et l'ouragan. Le pays a été dévasté. Il y a eu 30 millions de dollars qui ont été levés par la Fondation Clinton pour aider le pays après le tremblement de terre et pour aider les citoyens d'Haïti avec tous leurs problèmes. Donc pour monter des petites entreprises, pour développer l'agriculture, etc. Et nous allons continuer à travailler avec Haïti, puisque c'est une partie importante de l'expérience américaine. J'aimerais dire une chose. La fondation Trump, eh bien, il y a des personnes qui contribuent, j'y contribue. 100% des fonds vont à d'autres associations caritatives, de nombreuses associations militaires d'ailleurs. Je n'achète pas de bateaux ou d'avions. Mais est-ce que vous n'avez pas utilisé l'argent pour payer vos avocats? Non, nous avons hissé le drapeau américain. Nous avons lutté pour les droits à Palm Beach d'afficher un drapeau américain. Le comté de Palm Beach a imposé une pénalité. L'argent est allé à Fisher House, donc l'argent dont vous parlez est allé chez Fisher House, où ils ont créé des maisons pour les vétérans et les handicapés. Bien sûr, on ne peut pas savoir si c'est vrai, puisqu'il n'a pas publié ses déclarations de revenus. C'est le premier candidat à une élection présidentielle depuis 40 ans qui n'a pas rendu public ses déclarations de revenus. Donc tout ce qu'il dit sur les associations caritatives, etc., on ne peut pas le prouver. Vous pouvez vous intéresser à nos déclarations de revenus. Tout est public, mais ce qui est vraiment très perturbant, c'est que lors du dernier débat, on a appris qu'il n'a pas payé un seul centime en termes d'impôt fédéral. Et vous savez, Chris, la moitié des immigrés sans papier dans notre pays payent l'impôt sur le revenu fédéral. Nous avons des sans-papiers dans notre pays qui payent plus d'impôts qu'un milliardaire. Les lois que son parti a votées nous permettent de faire ce genre de choses. Et tous ces donateurs, Buffett a pu récolter des centaines de milliards de dollars, George Soros a pu avoir des millions de dollars également. Tous ces donateurs, la plupart de ces donateurs ont fait la même chose que moi. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Hillary, vous savez ce que vous auriez dû faire? Vous auriez dû changer la loi lorsque vous étiez sénatrice des États-Unis parce que vos donateurs et vos intérêts particuliers font la même chose que moi, mais avec encore plus d'ailleurs. Vous auriez pu changer la loi, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous avez pu récolter beaucoup d'argent pour vous. Je l'ai dit dans mon appartement aujourd'hui, dans un très très joli hôtel, pas très loin d'ailleurs. J'étais dans cet hôtel et je regardais des publicités, des mensonges publicitaires payés par vos amis de Wall Street qui ont donné énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous allez les protéger. Et honnêtement, vous auriez dû changer la loi. Si vous n'aimez pas ce que j'ai fait, vous auriez dû changer la loi. Monsieur Trump, je voudrais poser une dernière question sur ce sujet. Vous avez averti tout le monde que cette élection est truquée et que Hillary Clinton est en train de voler cette victoire. Votre colistier, gouverneur Pence, a dit que vous et vous-même et lui-même, vous accepteriez le résultat de l'élection et un membre de la famille a fait la même déclaration. Est-ce que vous prenez le même engagement aujourd'hui? Est-ce que vous accepterez le résultat de cette élection? Je verrai le moment venu. Pour le moment, je ne vois pas, donc je déciderai le moment venu. J'ai vu des choses terribles. Les médias, déjà. Les médias sont malhonnêtes, corrompus. Le New York Times a écrit un article à ce sujet. Ils s'en moquent. C'est malhonnête. Ils empoisonnent l'esprit des électeurs. Mais heureusement pour eux, je pense que les électeurs voient leur jeu. On verra bien le 8 novembre. Excusez-moi, Chris. Regardez les électeurs. Vous allez voir des millions de personnes qui sont enregistrées. Des millions. Cela ne vient pas de moi, cela vient des reporters, etc. Il y a des millions de personnes qui sont enregistrées, qui sont sur la liste électorale et qui ne devraient pas l'être.
Je vais vous donner un autre élément. J'ai parlé des médias corrompus, je parle de ces millions de personnes et je vais vous dire autre chose. Elle ne devrait pas être autorisée à être dans la course. Elle a commis des crimes très graves. Elle ne devrait pas être autorisée à faire campagne pour la présidentielle. Et c'est pour cela que je dis que les élections sont truquées. Elle n'aurait jamais dû être autorisée à être candidate à la présidence, étant donné ce qu'elle a fait avec les emails, entre autres. Il y a une tradition dans notre pays, c'est la transition paisible de pouvoir et quelle que soit la dureté d'une campagne, à la fin de la campagne, le perdant concède la victoire au gagnant. Je ne dis pas que c'est vous qui allez nécessairement perdre, mais le perdant concède la victoire au gagnant et le pays se réunifie pour le bien du pays. Vous n'êtes pas disposé à accepter cette tradition? Ce que je vous dis, c'est que je verrai bien le moment venu. Je garde du suspense. Chris, je voudrais réagir, puisque c'est vraiment terrifiant ce qu'on entend. Lorsque les choses ne vont pas dans son sens, Donald dit que c'est truqué en sa défaveur. Le FBI a mené une enquête au sujet de mes emails et la conclusion, c'était qu'il n'y avait il y avait un non-lieu, donc il a dit que c'était truqué. Il a perdu l'un des caucus. Il a dit que la primaire républicaine était truquée. Il y a également eu des accusations vis-à-vis de lui. Il a dit que tout le système judiciaire était biaisé. Il n'a pas reçu d'Emmy pour son programme télévisé. Et il a dit que les Emmy étaient truqués. Donc voilà, c'est ça l'état d'esprit de Donald. C'est drôle, mais c'est vraiment également très perturbant. Ce n'est pas ainsi que fonctionne notre démocratie. Nous existons depuis 240 ans, nous avons des élections libres et équitables, nous acceptons le résultat même s'il ne nous plaît pas. Et c'est cela que l'on doit attendre d'un candidat qui se tient sur une tribune de débat pendant une élection. Donc, si vous plaignez avant même que ce soit terminé, ça veut dire que vous n'êtes pas apte à cette fonction. Soyons clairs donc sur ce qu'il a dit et ce que ça signifie. Il dénigre notre démocratie et je suis vraiment consternée de voir que la personne qui représente l'un de nos deux grands partis ait ce type de position. Qu'est-ce qu'a fait le FBI, qu'a fait le ministère de la Justice, même le procureur général qui a rencontré son mari? Ils se sont retrouvés en Arizona sur le tarmac et c'est une honte. C'est une honte. On n'a jamais eu une situation telle que celle-ci. Cela n'est pas positif. Continuons le débat. On va maintenant parler des points chauds à travers le monde. L'offensive irakienne pour reprendre Mossoul a commencé. Si cette campagne réussit, s'ils chassent Daesh de Mossoul, la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe le lendemain et qu'est-ce que vous allez faire en tant que président? Est-ce que vous allez mettre des troupes américaines dans le vide pour veiller à ce que l'État islamique ne revienne pas et ou soit remplacé par quelque chose de pire? Vous avez 2 minutes, Madame Clinton. Il y a un effort mené par l'armée irakienne, soutenu par les forces kurdes et qui bénéficie de l'aide et des conseils de forces spéciales et des Américains. Mais je ne soutiendrai pas l'envoi de troupes américaines. Je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt. Ce ne serait pas quelque chose d'intelligent à faire. D'ailleurs, Chris, je pense que cela pourrait être un mauvais signal envoyé à Daesh pour se reconstituer. Donc il faut reprendre Mossoul. Ça va être une bataille difficile, je ne me fais pas d'illusions. Et ensuite, il faut continuer à pousser en Syrie pour pouvoir reprendre Raqqa. Je suis bien consciente du travail difficile fait par les militaires et je sais que cela va finir par payer. Nous allons voir donc le succès futur de ces opérations militaires, mais il reste beaucoup de travail à faire. La Syrie va rester un terreau fertile pour le terrorisme tant que la guerre civile, la façon dont les choses se passent avec la Russie va continuer. Donc nous allons continuer à lutter contre Daesh. C'est pour ça que je voudrais qu'il y ait des services de renseignement qui nous protègent ici
dans notre pays, qu'on les poursuive dans les airs, en ligne, lorsque il faut également lutter contre les terrorismes, il faut également qu'il y ait des zones d'exclusion aérienne, il faut protéger les Syriens et les différents réfugiés et faire en sorte que nous travaillions bien avec le gouvernement syrien et les Russes pour pouvoir aboutir à une fin du conflit et continuer notre programme politique. Monsieur Trump, la même question. Si on réussit à chasser l'État islamique de Mossoul et d'Irak, seriez-vous disposé à mettre des troupes américaines sur place pour empêcher qu'ils reviennent? Mossoul. On avait déjà Mossoul. Mais lorsqu'elle est partie, lorsqu'elle a fait partir tout le monde, on a perdu Mossoul. À présent, on se bat à nouveau pour récupérer Mossoul. Le problème avec Mossoul et avec ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait attraper les dirigeants du groupe État islamique. Il y a 3 mois environ, je me suis rendu compte qu'ils ont dit qu'ils allaient attaquer Mossoul. Mais l'élément de surprise, voyons. On annonce qu'on va s'attaquer à Mossoul. Ça fait à peu près combien? Ça fait combien de temps? 3 mois qu'on dit qu'on va attaquer Mossoul? Les dirigeants du groupe État islamique sont déjà partis. Ils sont partis. L'élément de surprise. Douglas MacArthur, George Patton se retournent dans leur tombe lorsqu'ils voient une telle stupidité dans notre pays. À présent, on se bat pour Mossoul. Mossoul qu'on avait déjà. Tout ce qu'il fallait faire, c'est y rester. À présent, on va essayer de regagner Mossoul. Vous savez qui gagne à Mossoul? Qui va gagner une fois qu'on aura récupéré Mossoul? D'ailleurs, ils vont l'avoir. Bon, ils veulent avoir l'air fort. C'est pour ça qu'ils vont à Mossoul. Ils ont violé la ligne rouge dans le sable. Il a fait toutes les erreurs possibles. C'est la raison pour laquelle il y a cette grande migration. Mais elle voulait avoir une position avantageuse pour les élections. Mais Mossoul, on va remporter Mossoul de toute façon. Regardez ce qui s'est passé. C'était bien plus dur que prévu, bien plus dangereux également. Il va y avoir encore plus de morts. Mais les dirigeants que nous souhaitions capturer sont partis parce qu'ils sont malins. Ils se sont dit pourquoi rester. Alors Mossoul, ça va être une chose fantastique et l'Iran devrait nous remercier. Tout comme il devrait nous remercier pour l'accord, le pire accord, l'accord le plus stupide jamais signé. Ça va permettre à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. L'Iran devrait écrire encore une lettre pour dire merci beaucoup pour cet accord. Alors, je l'ai dit il y a de nombreuses années déjà, l'Iran remplace l'Irak. C'est quelque chose qu'ils veulent faire depuis très longtemps, mais on leur a permis. À présent, on va reprendre Mossoul. Et vous savez qui va en profiter? L'Iran. Oh, l'Iran vraiment est très très malin. Alors, je ne sais pas si vous êtes impliqué dans cette décision, mais vous étiez impliqué lorsque vous avez retiré tout le monde de Mossoul, tout le monde d'Irak. Il ne fallait pas aller en Irak, mais vous avez voté pour aller en Irak. Il ne fallait pas y aller, mais une fois que vous étiez en Irak, il ne fallait jamais quitter le pays comme vous l'avez fait. Qui gagne? Qui va gagner? L'Iran. Encore une fois, Donald est en train d'impliquer qu'il n'a pas soutenu l'invasion d'Irak. Moi, j'ai dit que c'était une erreur, je l'ai dit il y a des années déjà. Lui a systématiquement nié un fait tout à fait clair, à savoir qu'avant l'invasion, il l'avait soutenu. Vous pouvez tout simplement vérifier sur Google. Vous tapez Donald Trump Irak et vous allez voir qu'il y a des dizaines de sources vérifiées qui montrent qu'il était en faveur de l'invasion en Irak. Vous pouvez même entendre un document audio de lui où on entend dire ce genre de choses. En fait, Donald n'a pas dit la vérité sur cette position. J'imagine qu'il pense que ça lui fait meilleure impression maintenant, contrairement à moi. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, ce sont tous les tenants et les aboutissants. Mossoul, c'est une ville sunnite à la frontière de la Syrie. Évidemment, nous devons poursuivre Baghdadi, tout comme nous avons poursuivi Ben Laden pendant que vous faisiez autre chose. Et nous y sommes parvenus. Et nous devons nous débarrasser de ces personnes, de tous leurs combattants. Il y en a des milliers à Mossoul. Ils se sont préparés. Et donc, ça va être une bataille difficile. Mais je pense que nous sommes capables de reprendre Mossoul et ensuite passer à la Syrie et reprendre Raqqa. Voilà ce que nous devons faire. Je suis juste très étonnée de voir qu'ils pensent que le gouvernement irakien et nos alliés ont lancé l'attaque de Mossoul pour m'aider,
pour cette élection, mais c'est comme ça que Donald pense. Il a toujours une idée de complot. On ne profite pas, c'est l'Iran qui profite de tout. Il répète ce genre de choses depuis un certain temps. Je pense qu'il n'est pas apte. Non, c'est vous qui n'êtes pas apte à être présidente. Wikileaks vient de montrer que John Podesta a vraiment mal parlé de vous, et il avait bien raison d'ailleurs. Et vraiment, il y a des petites pépites. Bernie Sanders, par exemple, a dit que vous aviez un mauvais sens critique, et c'est exact. Nous allons à Mossoul, et tout le monde le sait déjà. Toutes les personnes que l'on veut vraiment capturer, les dirigeants de Daesh sont déjà partis. Si vous pensez que c'est une bonne idée, bon. John Podesta dit que vous avez un très mauvais instant. Bernie Sanders dit que vous avez un mauvais sens critique, et je suis d'accord avec ces deux personnes. Vous devriez demander à Bernie Sanders qui il soutient comme candidat à la présidentielle. Il a fait campagne pour moi, et il a dit que vous étiez la personne la plus dangereuse à faire campagne. Et je crois qu'il a raison. Alors, passons à Alep maintenant. Monsieur Trump, lors du dernier débat, on vous a interrogé sur la situation à Alep, en Syrie. Vous avez dit plusieurs choses pendant ce débat qui n'étaient pas vraies. Vous avez dit qu'Alep est tombé, alors que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous avez vu dans quel état est Alep? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Alep? Si je puis poser ma question, il y a 250 000 de personnes qui habitent encore à Alep. Oui, ces personnes sont massacrées à cause des mauvaises décisions. Puis-je terminer ma question? Vous avez également dit que la Russie et la Syrie sont en train de combattre l'État islamique, mais en fait, c'est la Russie et la Syrie qui bombardent Alep et viennent d'annoncer une pause humanitaire en reconnaissant qu'ils bombardent Alep. Alep, c'est une catastrophe humanitaire, c'est un cauchemar. Mais Alep s'est effondré. Il faut quoi, signer un document pour le dire? Non, non, regardez la situation, c'est tout à fait triste. Voyez ce qui s'est passé. Et pourquoi ça s'est passé? Eh bien, c'est à cause d'Hillary Clinton. On se bat contre Assad. Assad qui est bien plus coriace qu'elle ne pensait. Et maintenant, elle va dire « Oh, on adore... Elle va dire que j'adore Assad. » Il est bien plus coriace, bien plus malin qu'elle et qu'Obama. Tout le monde pensait, il y a 2-3 ans, qu'il était parti. Il s'est aligné avec la Russie et aujourd'hui, il s'est aligné avec l'Iran. L'Iran qui est très puissant grâce à nous. Nous leur avons donné 150 milliards de dollars de retour, 1,7 milliard de dollars en espèces, de l'espèce, des billets pour remplir cette scène. Donc tout cet argent qu'on a donné à l'Iran. Donc ils se sont alignés avec la Russie et avec l'Iran. Ils ne veulent pas Daesh, mais ils ont d'autres choses. Parce que nous, on soutient les rebelles. Mais on ne connaît pas ces rebelles. On offre de l'argent, de tout à ces rebelles, et on ne sait pas qui sont ces rebelles en Syrie. Alors, il y a la Russie et l'Iran, donc ça ne va pas se passer, mais si Assad est renversé, on va avoir une personne encore... bon, Assad est une mauvaise personne, mais on va avoir une personne encore pire s'il est renversé. Si elle n'avait rien fait, on en serait bien plus gagnant. Voilà encore une situation où elle prend des dizaines de milliers de réfugiés syriens qui probablement, dans de nombreux cas, non pas forcément probablement, qui sont certainement partisans du groupe État islamique, qui sont aujourd'hui dans notre pays, et vous allez voir le cheval de Troie. Vous allez voir ce qui va se passer ces prochaines années. Bon courage Hillary, merci beaucoup pour son super boulot. Secrétaire Clinton, vous avez parlé lors du dernier débat et encore aujourd'hui que vous imposeriez une zone d'exclusion aérienne. Le président Obama a refusé la zone d'exclusion aérienne de peur que cela attire d'autres protagonistes. Et le chef d'état-major a dit que si vous imposez une zone d'exclusion aérienne, vous allez provoquer une guerre, peut-être avec la Russie. Si vous imposez si vous le faites, si vous imposez une zone d'exclusion aérienne et un avion russe viole cette exclusion, qu'est-ce que vous feriez?
Chris, tout d'abord, je pense qu'une zone d'exclusion aérienne pourrait sauver des vies et accélérer la fin du conflit. J'ai bien conscience des préoccupations que vous venez de citer de la part du président et du général. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait le premier jour. Évidemment, il faudrait de nombreuses négociations et puis il faudrait être très clair vis-à-vis des Russes et des Syriens que l'objectif, c'est de fournir des zones sécurisées sur le sol. Il y a des millions de personnes qui quittent la Syrie. Il y a également des personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays. Donc je pense que nous pourrions avoir un accord, être très clair vis-à-vis des Russes et des Syriens. Il s'agit de dire que c'est dans l'intérêt des personnes en Syrie. Ça nous aiderait à lutter contre Daesh. Mais je voudrais également répondre à ce que Donald a dit sur les réfugiés. C'est quelque chose qu'il a répété à de nombreuses reprises. Moi, je ne vais pas laisser entrer des personnes dans ce pays, des personnes qui n'ont pas été vérifiées, des personnes en qui nous n'avons pas confiance. Mais je ne vais pas fermer la porte à des femmes et des enfants. L'image de ce petit garçon de 4 ans à Alep, avec du sang sur le visage, dans cette ambulance, ça me hante encore. Et je crois qu'il faut y avoir évidemment des vérifications très strictes. Cela ne va pas résoudre notre problème avec Daesh, notre problème interne, mettre un terme à la radicalisation. Il y a des communautés musulmanes qui essaient vraiment de procéder à ce type de vérification. Et d'ailleurs, le tueur de la boîte de nuit à Orlando est né dans le Queens, là où Donald est né. Alors soyons très clairs sur la menace et sur la façon dont on va pouvoir y faire face. Certes, cette menace provient en partie de Syrie et d'Irak. Nous allons continuer à lutter et mettre un terme à Daesh et nous devons être plus forts ici chez nous. Mais vraiment, c'est tellement ridicule. Elle va vaincre le groupe État islamique, mais on n'aurait jamais dû laisser ce groupe se former. Aujourd'hui, ils sont dans 32 pays. Une seconde. Il y avait un cessez-le-feu entre les États-Unis, la Russie et la Syrie. Pendant ce cessez-le-feu, la Russie s'est emparée de nombreuses terres. Et ensuite on dit on ne veut plus de cessez-le-feu. Vraiment, tout le monde nous ruse en matière de missiles, en matière de cessez-le-feu. Ils rusent. Alors évidemment, elle va dire qu'elle n'avait aucun lien avec cela, mais notre pays se fait avoir par Poutine, par Assad et par l'Iran. Incroyable à quel point notre leadership est bête. Monsieur Trump, Madame la secrétaire d'État, nous n'avons pas encore parlé de notre dette nationale en proportion de l'économie. 77% du PIB, c'est l'endettement le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. D'après votre plan, secrétaire Clinton, la dette va atteindre plus de 80% du PIB et dans le cas de M. Trump, la dette passerait à 105%. Pourquoi vous ignorez ce problème? Eh bien oui, je vais créer énormément d'emplois. Et donc, la croissance du PIB va augmenter. Ça ne va pas être seulement 1%. Ça va passer de 1% à 4%. Avec Clinton, ce serait 0. On peut même aller plus que 4%. On peut atteindre 5 et 6% de croissance du PIB. Si nous le faisons, eh bien, vous n'aurez pas besoin de poser cette question parce que nous avons une très belle machine. Nous aurons créé une machine économique superbe, une fois de plus. Il va falloir rapatrier des emplois. On ne va pas laisser les entreprises se faire manger par d'autres entreprises. On ne va pas perdre des emplois avec des appareils qui sont fabriqués à l'étranger. Je vais créer le pays où nous étions avant. On a abandonné notre industrie. Nous sommes devenus vraiment fainéants presque. Il y a des personnes qui créent les meilleurs accords commerciaux. Il y a beaucoup de grandes entreprises, mais les accords commerciaux que nous signons sont mauvais. Nous n'utilisons pas nos grands dirigeants, beaucoup de dirigeants qui m'ont soutenu et d'autres qui ont soutenu Hillary. On n'utilise pas ces personnes, mais ce sont ces personnes, ce sont les meilleurs négociateurs, les responsables d'entreprise. Il faut utiliser leur talent pour négocier nos accords commerciaux. On utilise des politiques, on utilise des personnes qui ont fait des contributions à la campagne et donc on leur donne du pouvoir. Mais il y a des personnes bien plus intelligentes en Chine. Et donc il faut utiliser nos talents chez nous. Ceci étant dit,
Nous allons créer une machine économique, une machine qu'on n'a pas vue depuis des décennies. Et Chris, la population va retrouver du travail et va gagner beaucoup d'argent et il y aura des entreprises qui vont croître, s'étendre et qui vont se renouveler. Alors, tout d'abord, quand j'entends Donald parler de la sorte et que je sais que son slogan, c'était « rendre l'Amérique grande à nouveau », eh bien, il faut quand même savoir que il a parlé de président Obama, il a dit ce qui s'est passé avant, mais il faut bien savoir qu'il a critiqué notre gouvernement depuis des décennies. En 1987, il a publié une annonce dans le New York Times, des centaines de milliers de dollars, pendant la présidence de Ronald Reagan, et il a dit exactement ce qu'il est en train de dire maintenant, à savoir que le monde entier se moquait de nous. Il critiquait le président Reagan. C'est comme ça que Donald fonctionne. Il dit « Je suis le seul à pouvoir régler la situation », c'est ce qu'il a dit sur la scène de la Convention. Mais si on s'intéresse à la dette, ce qui était votre question, Chris, je paye pour toutes mes propositions. Je n'ajoute pas un seul centime à la dette nationale. Et c'est quelque chose que je prends très au sérieux, puisque c'est vraiment l'un des problèmes auxquels nous devons nous atteler. Lorsqu'on parle du financement de l'éducation, de l'investissement dans les infrastructures, le coût des médicaments sur ordonnance qu'il faut diminuer et tous les autres problèmes dont on me parle systématiquement, j'ai été très claire. Nous allons trouver l'argent là où il est. Nous allons demander aux plus riches et aux grands groupes de payer leurs contributions et il n'y a aucune preuve que cela va diminuer notre croissance. Bien au contraire, nous allons avoir une croissance à partir du milieu, comme disent les économistes. Donc nous devons refonder la classe moyenne, les familles de l'Amérique, et c'est de là que va partir la croissance. C'est pour cela que je veux investir en vous, dans vos familles, et je pense que c'est la façon la plus intelligente de relancer la croissance, d'avoir une croissance plus équitable. Et d'ailleurs, nous avons un désaccord profond à ce sujet, peut-être en raison de notre expérience. Lui, il a commencé grâce à l'argent de son père. Moi, mon père était un petit chef d'entreprise et nous avons des différences de vision sur l'économie également. Est-ce que je peux répondre? On n'a pas le temps de vous entendre. Je n'étais pas d'accord avec Reagan. Vraiment pas d'accord. On aurait dû être bien plus dur en affaires à l'époque. Honnêtement, aujourd'hui, on va faire les choses comme il faut. Le dernier point, le moteur le plus important de notre endettement, ce sont les droits sociaux. Donc, ni l'un ni l'autre n'a un plan sérieux qui va résoudre le fait que la sécurité sociale va faire faillite bientôt et les bénéficiaires vont voir des baisses des avantages sociaux. Donc, la dernière question, on va commencer avec vous, Monsieur Trump. Est-ce que le président Trump va sauver la sécurité sociale et le Medicare Je vais réduire les impôts, nous allons faire croître l'économie, il va y avoir des taux records de croissance. Ça ne va pas aider le peuple. Non, ça va aider. Et surtout, nous allons supprimer et remplacer Obamacare. C'est une catastrophe qui détruit notre pays, qui détruit nos entreprises, nos petites et nos grandes entreprises. Il faut abroger et remplacer Obamacare. Regardez les chiffres. Regardez combien ça va nous coûter en 2017. C'est une catastrophe. C'est un désastre. Si nous ne remplaçons pas Obamacare, alors peut-être qu'Obamacare, très certainement, va mourir de sa propre mort. Mais les primes augmentent jusqu'à 80%. Les prix augmentent de 60, 70, 80%. L'année prochaine, ce sera 100%. Et je suis ravi que ces prix aient commencé à augmenter. Au moins, on voit ce qui se passe. Parce que Hillary Clinton veut garder Obamacare, elle veut le faire empirer. Et ça ne peut pas empirer. C'est un mauvais soin de santé à un prix élevé. Il faut supprimer et remplacer Obamacare. Madame Clinton, la même question. La sécurité sociale et le Medicare vont
faire faillite, est-ce que vous, en tant que présidente, est-ce que vous allez envisager un accord avec des augmentations de taxes et pour sauver les deux programmes? Chris, je l'ai déjà dit, nous devons renflouer les caisses de la sécurité sociale et cela fait partie de mes engagements. Nous allons augmenter les impôts pour les plus riches. Donc, c'est ce que nous allons faire, également pour Donald, s'il ne s'en sort pas. Mais nous devons nous assurer d'avoir des ressources suffisantes. Nous allons augmenter les plafonds et trouver d'autres façons de pouvoir renflouer les caisses. Je ne vais pas diminuer les prestations sociales, je voudrais les augmenter pour ceux qui ont des faibles revenus et pour les femmes qui sont désavantagées par le système actuel. Ce que Donald propose avec ces réductions d'impôts massives, cela résulterait en une aggravation de la dette et donc des conséquences très désastreuses pour Medicare et la sécurité sociale. Pour Obamacare, eh bien, cela augmenterait la solvabilité des fonds de Medicare. Donc, s'il l'abroge, ce serait un grand problème. Il faut diminuer les coûts, améliorer la valeur, améliorer le bien-être. Et j'ai un projet pour cela. Et je pense que nous serons en mesure de pouvoir maîtriser les coûts liés aux prestations sociales avec des décisions plus intelligentes. C'est la dernière fois que vous allez vous confronter lors d'un débat. J'aimerais terminer sur une note positive. Il me semble que ce serait plus intéressant si vous improvisiez des conclusions. Nous allons vous accorder 1 minute à chacun pour conclure ce débat, pour dire au peuple américain pourquoi il devrait vous élire en tant que président. Secrétaire Clinton, vous allez en premier. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent ce soir que je voudrais parler à tous les Américains, démocrates, républicains, indépendants, car nous avons besoin de tout le monde pour faire de notre pays ce qu'il doit être, pour relancer l'économie, pour la rendre plus équitable, pour qu'elle fonctionne pour tout le monde. Nous avons besoin de vos talents, de vos compétences, de votre engagement, de votre énergie, de votre ambition. J'ai le privilège de travailler de très près avec le président. J'ai également eu la responsabilité formidable de protéger notre pays et d'essayer de faire en sorte d'améliorer vos vies à tous. La cause des enfants et de la famille, ça a été mon travail de toute une vie. Et ce sera également ma mission en tant que présidente. Je défendrai les familles contre les intérêts des puissants, contre les grandes corporations. Je ferai tout ce qui est à mon possible pour faire en sorte que vous ayez de bons emplois avec des revenus qui augmentent, que vos enfants aient une bonne éducation de la crèche jusqu'à l'université. J'espère que vous me donnerez l'occasion d'être votre présidente. L'argent va être récolté auprès des personnes qu'elle souhaite aider. Ça ne marche pas. Lorsque j'ai commencé cette campagne, je l'ai commencé avec force et j'ai dit « Rendons sa grandeur aux États-Unis. Les États-Unis vont être grands à nouveau. Nous allons aider l'armée. Nous allons les aider. Ce sont des très belles personnes. Nous allons prendre soin de nos vétérans. » Mais aujourd'hui, on traite mieux les sans-papiers que les vétérans. Non, il nous faut le droit, mais il nous faut la justice également. Les quartiers pauvres sont des cauchemars. On se fait tuer dans les magasins. Il n'y a pas d'éducation, pas d'emploi dans ces quartiers. Je vais aider les Afro-Américains, les Latinos, bien plus qu'elle pourrait faire en 10 vies. Tout ce qu'elle fait, c'est parler aux Afro-Américains et aux Latinos. Mais on a les votes et ensuite on dit, allez, dans 4 ans, les États-Unis vont être forts à nouveau et on va retrouver sa grandeur aux États-Unis. Ça commence aujourd'hui. On ne peut plus attendre 4 ans. On ne peut pas avoir 4 années de plus d'Obama et c'est ce que vous allez avoir si vous l'élisez. Merci à tous les deux. Secrétaire Clinton, Monsieur Trump, je voudrais vous remercier d'avoir participé aux 3 débats. Cela achève les débats parrainés par la Commission sur les débats présidentiels. Je voudrais remercier l'Université de Nevada à Las Vegas et les étudiants. Maintenant, c'est à vous de décider. Des millions ont déjà voté, mais nous sommes qu'à 20 jours du jour de l'élection. Nous espérons que que tout le monde pourra voter. Merci et bonne soirée.